Bonjour à tous et bienvenue dans Élysée 2012, le duel de l'écho. On se retrouve comme chaque mercredi en compagnie de Philippe Meinière, président de Footprint Consultant et chroniqueur à l'Express, et Bernard Maris, professeur à Paris 8 et chroniqueur à France Inter ainsi qu'à Charlie Hebdo. Alors bien sûr, c'est arrivé, Moody's s'attaque à la France. Le pays pourrait perdre son triple A, c'est-à-dire son 20 sur 20 sur sa dette. Tel un juge suprême, Moody's se donne 3 mois pour statuer. Alors est-ce si grave? Standard & Poor's avait bien abaissé la note des États-Unis, mais ce pays peut profiter du statut privilégié du dollar, ce qui n'est pas le cas de la France. Au-delà de l'enjeu économique, perdre ou non son triple A devient un combat politique. Qui portera le bonnet d'âne? La droite à l'origine de la facture, la gauche dont le programme explose les compteurs. L'affrontement ne fait que commencer. On a les moyens de répondre présent. Nous sommes le premier pays en termes de dépenses publiques. Donc s'il le faut, nous prendrons les mesures nécessaires pour réduire les dépenses, pour être au rendez-vous de ces objectifs. Et puis les mesures fiscales de suppression de niches. Il y a des mesures à prendre. Le gouvernement n'a pas pris les bonnes. Il y a encore temps qu'il puisse corriger. S'il ne le fait pas, nous aurons à le faire. Absolument impossible de dire à 2 ou 3 points ce que sera la croissance en 2012 pour une raison très simple, c'est qu'il y a une énorme menace qui pèse sur les prévisions de croissance. C'est la menace justement des dettes souveraines. Il faut tout de suite leur clouer le caquet et faire que la Banque Centrale Européenne rachète les titres de la dette. Ce que je dis est une position raisonnable. Ce qui n'est pas raisonnable, c'est de se coucher aux pieds de gens qui sont insatiables et qui provoquent les désastres qu'ils prétendent dénoncer. Philippe Meinière, une réaction, vous avez l'air de sourire. Et puis, quel est véritablement le risque pour la France de perdre son 20 sur 20 ? On ne sait pas par quoi commencer, c'est-à-dire que, bon, alors, Mélenchon, il fait du Mélenchon, donc ça n'a pas de pertinence intellectuelle. C'est-à-dire sur les agences de notation. Oui, non, mais voilà, alors on peut dire ce qu'on veut, les agences de notation n'existeraient pas, on aurait quand même un problème de dette, et les gens qui nous prêtent, parce qu'il faut bien voir que la France a cette particularité qui n'est pas générale, qu'une grande partie de notre dette, une très grande majorité de notre dette est entre des mains étrangères, 70% à peu près, est entre des mains étrangères. Qui sont susceptibles de la vendre. Sans agence de notation, on aurait de toute façon une préoccupation des gens qui nous prêtent, qui se diraient, mais enfin, ces gens-là qui dépensent depuis si longtemps plus qu'ils n'encaissent, ça ne durera peut-être pas autant que les contributions, justement. Donc l'agence, elle ne fait que porter le message. Est-ce que c'est embêtant? Est-ce que ça accélère? Est-ce que ça cristallise les crises? Est-ce que déjà le risque est réel? Est-ce qu'effectivement la France, dans les 3 mois, peut perdre son triple A? Enfin, comme vous avez vu, c'est compliqué. C'est-à-dire qu'on nous annonce qu'on va regarder si l'orientation va rester stable ou négative. Donc, c'est-à-dire que si ça arrive, et ça finira assez probablement par arriver, ça ne sera pas tout de suite, on nous aura prévenu. Donc, il y a une forme de responsabilité de l'agence qui ne nous coupe pas notre triple A d'un coup. Ça arrivera assez probablement dans assez longtemps. Ça arrivera assez probablement pourquoi? Parce que triple A, ça veut dire pas de doute sur la qualité de remboursement. Il y a très peu de pays qui sont triple A à l'échelle mondiale. Il n'y en a que 7 en Europe et il y en a une douzaine dans le monde, à peu près. On est de très loin celui qui est le moins bien géré de tout cela. Donc l'agence, elle fait son boulot en disant « Je me rends compte que la France est pas si bien gérée que ceux qui ont la même note. Je lui donnerai donc assez probablement, si j'ai confirmation que ça continue à se dégrader, et sauf à ce qu'on me montre que les bonnes mesures sont prises, je lui donnerai probablement à l'avenir une moins bonne note. » Il n'y a franchement pas de quoi se relever la nuit. Moi, ce qui me fascine, c'est que vous avez commencé, Stéphanie, cette conversation à l'instant en disant ça devait arriver. Bah oui, ça devait arriver. Ça fait 20 ans que ça devait arriver. Et pour être très honnête, ça fait 3-4 mois qu'on en parle régulièrement sur ce plateau. Moi, ça fait 6 mois, 1 an que je dis que la France finira par être dégradée. C'est vraiment la chronique d'un désastre annoncé. Et donc, moi, je ne suis pas surpris. Ce qui me surprend seulement, c'est d'entendre que maintenant, on se demande si on ne devrait pas prendre éventuellement des mesures correctrices. Ça aurait bien valu, évidemment, les prendre avant pour éviter cette perspective. Bernard Maris, alors chronique d'une mort annoncée, entre guillemets. Oui, ça va arriver. Je crois que c'est clair que, je ne sais pas dire quand exactement, mais il est certain que la note va être dégradée. Les prévisions de croissance de François Fillon sont très optimistes. C'est ça, ce qui est intéressant. Bon, d'abord sur les agences, si vous voulez. Moi, j'ai aucun respect pour les agences, qui en général se trompent, qui ensuite, là, toutes vont aller aboyer avec elles. Les autres vont venir derrière, dire oui, on l'avait bien dit, dire qu'elles chassent en meute. Les agences, elles se trompent en meute et elles chassent en meute. Mais cela dit, pourquoi? Si vous voulez, c'est pourquoi. C'est intéressant de voir, par exemple, que les Américains, vous l'avez dit, ont eu leur note dégradée, mais ils continuent d'emprunter moins cher que nous, à 2,5%. Voilà. Ils ont le dollar, mais enfin bon, ça peut dire qu'on peut se faire dégrader tout en continuant à emprunter. Donc pour de vous, façon... le pari, c'est également. Mais alors pourquoi? À mon avis, je crois que la grosse erreur, ça a été de mentir sur les prévisions de croissance. Moi, je pense que l'erreur vient de là. C'est qu'il y a du mensonge là. Du mensonge. 1,75, quand on se trompe du double, quand on sait que c'est pertinemment que ça sera 0,5, 0,6, 0,7 c'est le consensus des économistes. Voilà. Et qu'on annonce du 1,7, 1,8, vraiment, on fait une erreur qui est un peu grosse.
grosse, quoi. De ce côté-là, et le budget a été fondé de ce côté-là, voilà. La deuxième, à mon avis, ce que les agences... Mais il faudrait y revenir parce que ces prévisions de croissance, parfois, on est également... Il ne faut pas oublier que ça arrive, les bonnes surprises. Donc, on verra. Mais on peut dire de la même manière que... Moi, je me souviens de 93, on s'attendait à 0, on a eu 1,9. On peut aussi avoir -1, si tu veux. De ce côté-là, on peut avoir des mauvaises surprises de notre côté. Donc, ce que je veux... La deuxième très mauvaise nouvelle, à mon avis, qui est sanctionnée par l'agence, c'est le commerce extérieur, qui est absolument épouvantable. Un déficit record du commerce extérieur, ça veut dire que l'économie française ne va pas bien. Bon, l'économie française ne va pas bien. Donc, c'est ça qui est sanctionné. C'est pas tellement la dette, et c'est pas tellement les 60%, ou derrière les 60% d'extérieur, c'est souvent des Français qui sont situés à l'extérieur pour pouvoir bénéficier d'avantages fiscaux. C'est l'économie réelle qui ne suit pas, en fait, et qui donne... qui fragilise le pays. Bien sûr, l'Allemagne est plus endettée que la France. Mais l'économie allemande va mieux. Voilà, c'est tout. Donc là, en fait, ce qui va très mal, c'est l'économie française. C'est un peu tout le paradoxe. Effectivement, l'Allemagne est plus endettée que la France, Philippe Magnère. Il y a 6 pays en Europe, dans la zone euro, qui ont le AAA sur les 17. Donc c'est vrai que c'est déjà peu. Donc finalement, c'est vrai que ça paraît un peu étonnant. Mais ça n'a rien d'étonnant, c'est-à-dire que c'est, comme vient de le dire très justement Bernard, c'est une combinaison. Si j'étais banquier et que je me demandais si je vais prêter à Stéphanie Antoine, je regarderais évidemment si elle a beaucoup de dettes ou pas beaucoup de dettes, puis je regarderais bien sûr ses revenus. Je regarderais si elle est en état de rembourser les dettes. Donc on regarde les deux. Donc la France est l'un des plus endettés, l'Allemagne est marginalement plus endettée sur le critère, ça dépend si on rapporte au PIB ou pas, etc. Mais en tout état de cause, en dynamique, l'Allemagne est sur la voie du désendettement. En tout cas, elle a les moyens du désendettement. Nous, on a une croissance assez faible. En fait, sur une mais les Allemands, si vous voulez, ça fait quand même 20 ans que malgré la réunification, ils ont un taux de chômage très inférieur au nôtre, que malgré la réunification, ils ont une gestion des finances publiques qui leur permet de temps en temps de frôler le zéro. Alors ils ont commis eux aussi des bêtises, ils sont tombés en dessous de 3. D'ailleurs, c'est ça la mauvaise nouvelle, c'est que la France et l'Allemagne sont tombés en dessous de 3. Ça a permis à tous les petits pays périphériques de se dire, bon, bah la règle, elle compte pas, en dessous de 3% du... Voilà. Mais depuis, l'Allemagne a fait à plusieurs reprises des efforts, et l'Allemagne est tout près de l'équilibre budgétaire, donc ça n'a rien à voir. Si vous voulez, encore une fois, quelqu'un qui est endetté mais qui se met en situation de pouvoir rembourser, on ne le regarde pas de la même manière que quelqu'un qui est endetté et dont on se dit, lui, il ne gagne plus rien, on ne va pas tarder à pouvoir regarder la chose d'une manière vraiment angoissée en tant que prêteur. Il faut bien voir ça, c'est le point de vue du prêteur qui est en cause. Le point de vue du prêteur. Bernard Maris, quelles seraient les conséquences, justement, si la France perdait son fameux AAA, donc ce que vous avez l'air de dire, qui risque d'arriver? Mais les conséquences seraient graves, hein, il ne faut pas se leurrer, c'est-à-dire que tout à coup, on se mettrait à emprunter plus cher. C'est-à-dire qu'on passerait à emprunter... C'est-à-dire que les taux d'intérêt vont au lieu augmenter. De 3,5%, ce serait 4,5% par exemple. Alors, il faut savoir qu'un point de taux d'intérêt, c'est 2 milliards la première année, c'est 5 milliards en cumulé sur la deuxième année. En coût pour l'État. En coût pour l'État, et c'est 10 milliards sur les 15 années à venir. Donc c'est vraiment beaucoup. Donc c'est plus énorme. Cher, payé... C'est plus cher, c'est payé plus cher. Et on est... Et quel impact sur le FESF, Fonds européen de stabilité financière? Oui, parce que aussi, si vous voulez... Sur l'architecture européenne. Il y a aussi, dans la dégradation de la note, il y a le fait que la France est engagée sur des dettes, sur les dettes des autres. Et finalement, ça n'a pas été, c'est un peu du hors bilan, ça, de la France, qui n'a pas été encore comptabilisé, qui a été prise en compte par l'agence, se disant, mais il faut voir aussi que la France est engagée pour le fonds européen et à soutenir la Grèce, etc. Et si on accumule tout ça, ça fait encore plus pour sa dette publique. Parce que normalement, France-Allemagne, c'est du triple A. Par contre, je ne suis pas d'accord sur les économistes qui disent que le fonds européen de stabilisation financière va être dégradé par le fait de la dégradation de la France. Ça, j'y crois pas du tout. Que ça a un impact non, bien sûr, parce que c'est le socle que peut représenter de ce côté-là, il n'y a pas de fond. souci. Et si on a une politique un peu intelligente de rachat des dettes, eh bien, à ce moment-là... Rachat des dettes, je ne sais pas avec quel argent on peut racheter la dette. Non, de monétisation de la dette, je veux dire, par la Banque Centrale Européenne. Oui, ça, c'est une des idées... On est sauvé. On est sauvé, sauf que la Banque Centrale Européenne n'a pas l'air d'en prendre le chemin. Elle l'a fait un peu. Et puis, l'argent de la Banque Centrale, c'est pas de l'argent qui tombe du ciel, c'est pas une manne. C'est-à-dire que d'une manière ou d'une autre... Donc, c'est l'inflation. Donc, ça veut dire qu'on renonce complètement à défendre la monnaie. Je pense que les Allemands ne seront jamais d'accord. Au passage, je voudrais juste faire une petite remarque sur le fait que ce que regardent les agences, effectivement, c'est tout ce qu'on a dit, et ce qui vient d'être signalé à l'instant par Bernard, c'est-à-dire les engagements dits hors bilan, en particulier le fait qu'on a soutenu la Grèce. Je reviens sur ce sujet, pourquoi? Parce que cet été, vous vous souvenez, tout le monde disait, franchement, ces Allemands, quels égoïstes. Nous, bien sûr, les Français qui croyons à l'idée européenne, avec tout notre lyrisme, on soutient la Grèce. Eh ben, il faut savoir que maintenant, ça se paye, c'est-à-dire qu'on va commencer à payer plus cher notre dette. On soutient les banques. Parce qu'on soutient la Grèce. Les banques, pour le moment, c'est pas notre... Alors, quand même, sur la question que vous avez posée à l'instant, Stéphanie, c'est est-ce que ça coûtera plus cher? Oui, ça coûtera sans doute plus cher. Et là-dessus, je crois qu'il faut deux petits éclairages. Le premier, c'est que ça a commencé à coûter plus cher. C'est ce qu'on appelle le spread, c'est-à-dire l'écart de taux entre la France et l'Allemagne. C'est déjà beaucoup accru depuis l'été. Il s'est
s'est accrue encore plus depuis qu'on a appris la dégradation. Je pense qu'une grande partie est dans les cours, comme disent les spécialistes. C'est-à-dire que si on est dégradé, on paiera plus, bien sûr, mais il y a une partie de cette dégradation qui a déjà été anticipée. La deuxième chose que je voulais dire, c'est qu'on est toujours jugé par rapport aux autres. C'est comme en classe. Ce qui est intéressant, c'est que bien sûr, les Américains, ils souffrent pas beaucoup de la dégradation parce que le dollar, c'est le dollar, on ne le compare pas. Nous, la dette française, par rapport les investisseurs internationaux, ils passent leur temps à l'arbitrer, à la comparer à celle des autres. Or, la Finlande, l'Autriche, la Néerlande, les Pays-Bas, ces dettes-là, ce sont des vertueux, c'est du triple. Franchement, moi, parce que pourquoi ils investissent dans triple? Parce que ce sont les règles qu'ont les fonds d'investissement. Ils peuvent investir que dans du triple dans certains cas. Donc, ils ont le choix entre ces pays-là qui ont une très bonne dette et puis la France dont la dette est potentiellement dégradée, en tout cas qui vaut moins en termes de capacité à rembourser. C'est pour ça qu'ils partent vers les autres. Donc nous, on est jugé relativement aux autres. Relativement aux autres. Bernard Maris, alors il faut avancer. Le gouvernement Fillon devra-t-il réajuster son budget? Voilà. Oui, bien Donc, sûr. de quelle manière? Il va falloir qu'il trouve, par exemple, en taxant un petit peu plus, en faisant rentrer les recettes, en révisant ça veut dire on va raboter encore une niche fiscale en connaissant les conséquences politiques que ça peut avoir. Oui, mais il faut les... Ou alors on fait rien. Si on fait rien, ça veut dire qu'on va se retrouver avec une note dégradée, non pas beaucoup plus tôt qu'on ne croit. Il vaut mieux qu'elle soit dégradée quand le gouvernement changera ou dans la prochaine magistrature. Et à ce moment-là, il faudra de toute façon payer. Et je dois dire que l'agence est forte parce que les États sont menteurs et les banques sont menteuses. Les banques, elles ont passé des stress tests. Si ces stress tests avaient été vrais, si ça avait été la vérité, eh bien, il n'y aurait pas eu de dégradation. En fait, on a vu que c'était pipeau, ces tests, et qu'elles étaient beaucoup plus, etc. Et de même manière, beaucoup plus fragile qu'on ne croyait. C'est ça qui fait la force de l'agence. Et de la même manière, le fait de ne pas être crédible sur la croissance, eh bien, ça aussi, ça fait la force de l'agence. En tout cas, c'est un boulevard pour la gauche. François Hollande dit, de toute façon, s'ils ne le font pas, on le fera. Non, c'est pas un boulevard, parce que la droite va jouer sur du velours. Quand elle va dire, si c'était la gauche, je serais pire. Donc, de ce côté-là, à mon avis, je crois que parce que François Hollande dit, on le fera, mais il propose en même temps création de 60 000 postes à l'éducation nationale et contrat de génération coûteux. C'est des dépenses qui sont évidemment importantes, mais il a déjà positionner sa candidature comme étant une candidature de gauche crédible, je le cite. Et la gauche crédible, ça veut dire que ça ne va pas être une gauche surdépensière. C'est-à-dire qu'il y a les dépenses qu'il vient d'annoncer et qui sont évidemment relativement indispensables. On pourrait en faire l'économie clairement. La catastrophe, c'est que le PS ait vraiment choisi de revenir sur la retraite à 60 ans. Alors ça, c'est une catastrophe, parce que c'est évidemment... Oui, mais enfin, ils ne le feront pas, mais ils le feront un peu. Moi, ce qui me frappe, c'est d'entendre tout à l'heure Barouin nous dire, c'est formidable, il ne faut pas s'inquiéter, parce qu'on a des tas de dépenses qu'on peut couper. La France dépense beaucoup. Mais bon Dieu, c'est un diagnostic qu'on aurait pu poser depuis longtemps. Tout le monde est d'accord, mais alors que ne le fait-il pas? Pourquoi attend-il la dégradation? Tout ce qu'on nous a annoncé depuis la rentrée, ce sont plus de recettes. Il y a juste 1 milliard d'économies de dépenses. On est assis sur un tas, comme le dit très justement François Barouin, de dépenses qu'on peut réduire. Eh bien, on ne le fait pas. Ça, il faut qu'on m'explique. Bernard Maris, réduire les dépenses, le problème de la gauche est-il dépassé? Réduire la dépense, c'est réduire la dépense fiscale, c'est-à-dire réduire ce que l'État refuse. Pas seulement. C'est réduire ce que l'État refuse de prélever et qu'il pourrait prélever. Donc là, il y a effectivement, dans les niches fiscales, il y en a 40, il y a ça, mais il y a aussi de la dépense. On dit qu'on va piocher dans une niche fiscale, mais on sait aussi quelles sont les difficultés politiques de les raboter. Parce que si je réduis trop la dépense en ce moment, je risque de casser encore plus la croissance. Donc, par effet boule de neige, j'aurai encore moins de recettes. Non, on ne casse pas la croissance, Philippe Manière, en baissant la dépense. C'est une espèce de credo keynésien, c'est un credo français. Il ne faut surtout pas tailler dans la dépense quand ça va mal. Et en fait, quand vous regardez le Canada, le Danemark, les Pays-Bas, les pays qui ont restitué des finances publiques saines, ils ont taillé dans leurs dépenses et ils ont plus de croissance. Ils ont taillé dans la dépense sociale. Regardez là. Ils ont taillé dans la dépense sociale. Ça sera le mot de la fin. Voilà comment réduire les dépenses tout en ne menaçant pas la croissance. Vaste débat. Merci à tous les deux. Merci à vous d'avoir suivi Élysée 2012, le duel de l'écho. On se retrouve mercredi prochain. Restez avec nous sur France 24.